Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 20h. On embrasse Cécile de Ménibus qui est absente aujourd'hui, mais on va essayer de faire une émission de qualité avec nos vraies voix du jour. On le connaît bien sur Sud Radio puisqu'il était éditorialiste notamment. Bonsoir Éric Revel. Cher Philippe. Êtes-vous en forme ? Ben moi je suis très en forme. Coucou à Cécile. Coucou à Cécile qu'on embrasse bien évidemment, voilà. Et qu'on retrouvera bien évidemment là, vous avez demain. quelqu'un de qualité là, à ma droite. D'autres personnes de qualité qu'on connaît très bien dans Les Vraies Voix. Bonsoir Sébastien Ménard. Bonsoir à tous. Si je suis à la droite d'Éric Revel, ça promet pour l'émission. Bah écoutez, ça dépend dans quel sens on se tourne, mais C'est pas faux. si on se met en face de vous, vous êtes à sa gauche. C'est pas grave. Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la foodtech. Allez, on attend Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, qui ne devrait pas tarder à arriver. Allez, au sommaire de l'émission, a dit dans quelques instants, le grand débat, les Français, de nouveau appelés par les syndicats à battre le pavé dans toute la France aujourd'hui, pour tenter d'infléchir les premières mesures budgétaires. Et on vous pose cette question, les manifestations d'aujourd'hui peuvent-elles servir à quelque chose ? Eh bien, vous dites non à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Aux alentours de 19h15, la question du soir, au moins 3 personnes ont perdu la vie après qu'une voiture ait foncé sur des passants et que l'assaillant ait tué à coups de poignard plusieurs personnes devant une synagogue dans le nord de Manchester. Et on vous pose cette question. La montée de l'antisémitisme est-elle hors de contrôle et pas seulement en Angleterre? Et pour le moment, vous dites oui à 78%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas Ma satisfaction. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. solidarité avec la CGT. Les vraies voix Sud Radio. Merci à notre excellent réalisateur Maxime. Écoutez les inconnus, même 30 ans après, c'est toujours un bonheur. Allez, on va commencer. Nouvelle journée de grève intersyndicale. 85 000 manifestants recensés à la mi-journée, un chiffre en baisse par rapport aux manifestations du 18 septembre. On vous pose cette question, les manifestations d'aujourd'hui peuvent-elles servir à quelque chose, sachant qu'il n'y a pas de gouvernement? Éric Revel, est-ce que pour vous, vous êtes dans les 90% d'auditeurs de Sud Radio qui sur Twitter disent que ça ne peut pas servir à grand chose? Ah bah ça sert même à rien. Ça sert même à rien. Je veux dire pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore les mobilisations contre un budget alors qu'on connaît pas le budget. Vous voyez, enfin c'était la même chose lors de la précédente manifestation. Il y a 3 semaines, oui, il y a 15 jours, 3 semaines. Oui. Mais surtout. Ni le président de la République, ni le Premier ministre ne sont réellement présents. Macron est à Copenhague, un sommet européen. Macron est ailleurs, et le Cornu est nulle part. Vous voyez, donc pour se faire entendre, c'est un peu compliqué. Ça, c'est une formule toute faite, ça. Non, elle n'est pas toute faite. Je l'ai réfléchi, cher ami. Mais vous allez voir, quand on abordera la question des vice-présidents à l'Assemblée nationale, j'ai 2-3 trucs à vous soumettre. Mais il ne fait pas ce sujet finalement. Non, mais moi je vais le faire. Bah, je comprends qu'il le fasse pas. Parce que si vous voulez, c'est le règlement de compte le bloc central, c'est une sorte de bateau fantôme. Vous voyez, un coup ils vous disent faut voter LFI aux législatives, un coup ils vous disent faut voter pour le RN à l'Assemblée nationale. On n'a pas tous dit ça. C'est un bateau fantôme, le bloc central. Ils savent plus où ils sont. Vous voyez, il y a plus de cap. Vous voyez, la croisière ne s'amuse pas. Vous voyez, ils sont perdus. Ils sont dans le brouillard. Voilà. Mais puisqu'il aborde pas le sujet. Mais on a trouvé revenons sur les manifs d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Parce que c'est surtout la fonction publique qui manifeste, de manifester alors qu'il n'y a pas de gouvernement et que donc il n'y a personne pour répondre. Je vous donne ça et je ne peux pas vous donner ça. La France, c'est un pays qui manifeste. La France, c'est un pays qui revendique. Et qui aime ça. Non, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que dit Éric Revel, pour une fois, ça tient à peu près la route. Oui, il manifeste pour rien. Parce que accessoirement, la première fois, il n'y avait pas de budget. Aujourd'hui, quelque part, il revendique un certain nombre de choses qui ne sont même pas évoquées par Sébastien Lecornu, Premier ministre. J'entendais tout à l'heure un secrétaire général adjoint d'un grand syndicat national. Vous pouvez dire lequel?
laquelle hein. Non, c'est pas. Pour le coup, je n'ai pas envie de lui faire de la publicité. D'accord. Mais c'était délirant. C'était un journaliste confrère lui disait mais pourquoi vous critiquez ça? Le Cornu ne vous a encore rien dit. Bah justement, il l'a pas dit, mais il le pense. Enfin voilà, on en est là. Non, mais on en est là. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il y a ces mouvements finalement mobilisent peu. Alors on a beau me dire qu'il y a des manifestants passifs dans leurs entreprises, etc., qu'il y a une majorité de Français qui sont d'accord avec ce qui est en train de se passer. Non, la réalité c'est que ça ne prend pas, ça ne crante pas, parce que pour que ça crante et pour que ça prenne, faut que, comme le dit Éric Revel, faut qu'il y ait quelque part une proposition, un programme, une ligne en face. Et pour l'instant, à ce stade, le Premier ministre consulte. Est-ce que la question qui se pose, tiens, vous avez manifesté, vous êtes allé dans les cortèges à Paris, à Toulouse, à Marseille ou ailleurs, venez témoigner au 0826 300 300. Et si vous pensez que ça ne sert à rien, bien venez aussi témoigner au 0826 300 300. Éric Revel, on a l'impression qu'il y a une fracture française dans ces manifestations, parce qu'il n'y a pratiquement que le secteur public qui est représenté et pas le secteur privé. Est-ce que c'est pas une vraie fracture, une fracture sociale, comme disait Chirac il y a 30 ans? Oui, alors la fracture sociale identifiée par Jacques Chirac, elle n'a pas vraiment été résorbée. Hein. Elle n'a cessé de se creuser. Bah, peut-être qu'il y a aussi, ça coûte cher d'abord de faire grève. Il faut quand même alors peut-être moins dans la fonction publique effectivement que dans le secteur privé. Et puis quand même, redisons-le, dans le secteur public, vous prenez pas beaucoup de risques vis-à-vis de votre patron. D'abord parce qu'il y en a plein au-dessus de votre tête. Il y a une hiérarchie infinie. Hein, c'est le problème de l'administration en France. Alors que dans le secteur privé, Philippe, évidemment, vous faites grève, vous êtes vu différemment par votre patron. Est-ce que vous risquez pas? Alors la grève est constitutionnelle, hein. Ah oui. Mais voilà, c'est peut-être. Mais elle n'empêche pas de se faire virer ou d'avoir un avancement un peu reculé, ou d'avoir un blâme. Donc, on vire pas, Éric. On vire pas des collaborateurs parce qu'ils font dans le privé. Ça va coûter peut-être une journée de salaire aussi. Ça finit par coûter cher de faire grève aussi, me semble. Hein, voilà. Mais il y a peut-être aussi un peu de lucidité d'un certain nombre de collaborateurs du secteur privé qui se rendent compte. Il n'y a pas que des patrons nantis, il n'y a pas que des patrons voyous, il n'y a pas que des patrons à la solde d'un actionnariat un peu offshore. Absolument pas. Il y a aussi des patrons qui se bagarrent et vous avez des millions d'employés, de salariés, de travailleurs du secteur privé qui, pour autant, vivent pas très confortablement la feuille de paye de la fin de mois, vivent pas nécessairement confortablement le prix du caddie tous les samedis dans les grandes surfaces, mais qui sont quand même conscients des efforts collectifs qu'il faut faire et qui ne sont pas enclins à manifester à la première occasion. C'est aussi ça la différence entre le secteur public et le secteur privé. C'est d'autant plus vrai, pardonnez-moi Philippe, que quand vous regardez les baromètres, les sondages, etc., dans une large majorité, les Français considèrent que l'entreprise est plus encline à changer leur quotidien que la politique. C'est-à-dire que, en fait, les salariés, les citoyens français considèrent que l'entreprise, non seulement c'est le lieu où évidemment on travaille, mais que cette entreprise peut davantage améliorer son quotidien que des promesses électoralistes, politiques, de gauche ou de droite. Donc ça, c'est quand même fondamental, parce qu'on n'aime pas trop l'entreprise en France, mais les salariés reconnaissent que il vaut mieux être dans une entreprise que de ne pas y être. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix, il est 18h12. Vous voulez réagir à ces manifestations? Vous étiez dans les cortèges, vous y êtes peut-être encore, ou en train de rentrer chez vous, ou vous écoutez les vraies voix et vous avez des collègues qui sont allés manifester. Venez témoigner au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Éric Revel, Sébastien Ménard. On vous pose cette question. Grève, les manifestations d'aujourd'hui peuvent-elles servir à quelque chose? Eh bien, pour le moment, vous dites que non, et même très largement sur Twitter, puisque on était à 90% il y a quelques minutes, et on est toujours à 90% de non. Avant d'aller au 0826 300 300, est-ce que c'est irréaliste, Éric Revel, Sébastien Ménard, de manifester, notamment pour la fonction publique, en demandant de l'argent, un argent dont on sait qu'on ne l'a pas? Oui. On n'a pas un euro de vaillant. On va pas rappeler le niveau de notre dette, notre déficit budgétaire, tout ce qui est en déficit. Le Mozart de la finance nous a planté, la balance commerciale. Tiens, il y a un petit détail là qui intéresse nos auditeurs que je répète avec gourmandise. C'est la première fois depuis 50 ans
depuis 50 ans que la balance agroalimentaire française va être déficitaire. C'était jamais arrivé depuis 50 ans. Bon, voilà, c'est un petit point. Donc en fait, on n'a pas un sou de vaillant. Alors, peut-être que le point d'indice des fonctionnaires n'a pas été suffisamment réévalué, j'en sais rien, je suis pas ça au jour le jour, mais la responsabilité des syndicats, vous voyez, il y avait Jean-Louis Borloo ce matin sur Sud Radio que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Jean-Louis Borloo, il tient un discours lucide, il tient un discours de vérité. Bon, ben parfois, voilà, les partis politiques, les syndicats s'arc-boutent sur leurs positions classiques, traditionnelles, et on n'avance pas. Enfin, si, on avance dans le mur en klaxonnant. Voilà. Donc la responsabilité, oui, qu'est-ce que vous voulez, augmenter les fonctionnaires, peut-être pour eux c'est une bonne chose, mais en fait on ne peut pas le faire. Sébastien Ménard. Quand vous avez de brillants économistes engagés idéologiquement, philosophiquement, plutôt à gauche, voire très à gauche, qui vous racontent que finalement il y a des solutions. Il y a des solutions fiscales. Ça, c'est Gabriel Zucman, vous voulez dire. Je ne l'ai pas cité. Vous l'avez pensé tellement fort, je vais faire comme le syndicaliste. Qui raconte sur, dans toutes les assemblées du monde, sur tous les plateaux, tout ça est repris, les plateaux médiatiques, etc. On vous explique que finalement, il y a une espèce d'ardoise magique avec une fiscalité additionnelle qui ne toucherait qu'une partie marginale de la population qui serait susceptible de guérir tous les maux budgétaires de la France. Il est tout à fait normal qu'il y ait une audience derrière cela et qu'il y ait, je dirais, des gens qui y croient, des gens qui adhèrent et des gens qui tentent quelque part de dessiner un autre possible sur cette base-là. Voilà. Oui, donc moi je ne suis pas. Monsieur Revel, je vous écoute. Monsieur Ménard. Allez-y. Ça donne dans le monsieur maintenant. Que vous qualifiez Gabriel Zucman de je sais plus quoi là. Mais vous savez, il y a l'économiste de gauche. Oui, mais il y a quelqu'un qui vient de prendre position factuelle, comme Thomas Piketty, mais il y a quelqu'un qui vient de prendre position, alors qui est une référence pour les économistes dont je suis. Mais pardonnez-moi, on n'écoute jamais les économistes de droite. Joseph Stiglitz, qui est prix Nobel d'économie, vient d'expliquer que la France pourrait seule mettre en place la taxe Zucman et que ça la plomberait pas. Vous voyez, Joseph Stiglitz, alors je défends pas la taxe Zucman, mais vous voyez, c'est en train de se cristalliser en fait cette petite affaire. Et ça va envenimer le débat. C'est-à-dire que le Cornu va heureusement pas annoncer une taxe Zucman, il va pas annoncer le retour de l'ISF, et ça va faire le jeu de l'extrême gauche et des syndicats qui sont maintenant les courroies de transmission de l'extrême gauche, qui vont dire, voyez, les patrons s'en foutent plein les poches, pendant que les salariés, on n'accroît pas leur pouvoir d'achat. Bon, voilà. C'est ça le drame, si vous voulez, c'est que vous avez des économistes qui ont pris la parole. Je rappelle, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. C'est pas n'importe qui. Bon, voilà. On est en train de cristalliser un débat dont la société française va faire les frais. Sébastien Ménard. Mais non, mais c'est un peu vrai, mais moi j'aimerais que de temps en temps on puisse écouter, entendre des économistes qui soient prix Nobel ou pas, mais qui soient soit philosophiquement, politiquement neutres, soit de l'autre bord, c'est-à-dire de droite et plutôt libéral. Alors privatiser le service public des médias, monsieur ça Ménard. C'est un autre sujet. Pour l'instant, je suis pas encore ministre de la Culture et de la Communication. Zucman, il a fait toutes les antennes du public, sans contradicteur. Attendez, voilà, vous vous adressez à moi comme si j'étais le patron de l'ARCOM. Non, mais vous êtes macroniste, vous pourriez souffler. Macroniste. Robert Redford soufflait à l'oreille des chevaux, soufflait à l'oreille du président de la République. Mais est-ce que ça n'augure pas de choses très inquiétantes pour la suite, parce qu'on n'a pas de gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, il nous était promis pour hier, on ne l'a toujours pas. On a un gouvernement démissionnaire, Philippe David, je l'ai déjà dit sur cette antenne, la France est tenue, la France est gouvernée. Oui, voilà. On a un Premier ministre qui n'est pas là. On a un gouvernement démissionnaire, la France est gouvernée. Qui est là, mais qui n'a pas de en fonction. Montez sur ma mobilette en sortant, je vous amène à Matignon, il est là, vous allez le voir, il travaille. Non, mais c'est dingue. La question qui se pose, c'est est-ce que, quelque part, voyant les syndicats qui demandent, ça ne va pas tenter les différents groupes du NFP à l'Assemblée nationale de mettre la pression sur le futur gouvernement et de le censurer très vite, évidemment. Et qu'on n'aura peut-être plus le gouvernement d'ici, même pas à la fin de l'année. On sait de toute façon que le NFP, malgré la dissension entre la frange socialiste versus la frange LFiste, on sait de toute façon que on s'achemine avant même le discours de politique générale de Sébastien Lecornu vers une censure, sauf si Sébastien Lecornu décidait de raser gratis et de distribuer ce qu'on n'a pas, ce que Éric Revel explique depuis tout à l'heure, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus. Qui peut se satisfaire de ce que vient de dire monsieur Ménard? On a un gouvernement démissionnaire. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité.
c'est le résultat du Mozart de la politique. Mais arrêtez avec Mozart, laissez Mozart à Mozart, la symphonie aux musiciens. Macron, il avait le prix Nobel d'économie quasiment. Mais arrêtez, ça c'est dans recette, on n'a jamais dit ça. Mais ils n'ont pas vu le Nobel. Voilà, ils ont payé le prix, mais ils n'ont pas vu le Nobel. Mais non, mais c'est l'homme des formules. On a un gouvernement démissionnaire, mais vous vous rendez compte dans quelle situation on est? Vous savez, mon cher Philippe David, moi j'ai le sentiment, je ne le souhaite pas parce qu'on serait dans une situation, mais puisqu'on est au bord du drame, au bord de la falaise, au bord du précipice, peut-être que même Monsieur Lecornu va être censuré avant même d'avoir nommé un nouveau gouvernement. Eh ben, mon ami à ma droite, Monsieur Ménard, me dira, mais voyez, c'est la démocratie, on passe à autre chose, on va nommer un autre Premier ministre. Je ne vais pas vous dire catastrophique. Je vais pas vous dire que c'est pas catastrophique. C'est le résultat de cette dissolution pittoresque, incomprise, irrationnelle, voulue par le président de la République. Vous allez pas continuer à écumer les plateaux pour nous parler d'une actualité qui a 14 ou 16 mois. Il faut quand même passer à autre chose. Il faut quand même passer à autre chose. Monsieur Ménard. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans un chaos politique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Proposer une solution. Ah bah non, mais attendez, si, j'en ai une. Laquelle, très vite? Un référendum, le président le perd et il s'en va. Voilà, ça au moins c'est rapide. Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier débat. Allez, on passe sur On n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Oui, on n'y croit pas, mais on a appris ce matin la disparition de Roland Bertrand, mythique centre de l'équipe de France, Grand Chelem 1977 et 1981, finaliste du championnat de France en 79 et 80 avec le Stade Bagnérais. On est avec Philippe Spanghero, consultant Sud Radio. Salut Philippe. Salut Philippe, bonsoir à tous. Très triste nouvelle, c'est un très grand rugbyman français qui vient de nous quitter. Oui, c'est l'histoire du rugby français, puisque cette génération de 77, elle a forcément marqué l'histoire. C'est la génération des Rives, des Fourous, de tous ces joueurs. Et Bertrand était un élément important de ce groupe. Et puis ensuite, cette génération 77, elle a créé le Barbarians Rugby Club qui avait pour but et pour vocation de faire perdurer ces valeurs du rugby. Et donc, Roland Bertrand est associé à toute cette histoire, à 50 ans d'histoire de notre sport en France. Est-ce que quelque part, lui qui a fait toute sa carrière, on peut le dire, à Bagnères. Bagnères, c'est une ville de 10 000 habitants dans les Hautes-Pyrénées, pardon. Ça représente pas un rugby qui a un peu disparu, le rugby des campagnes, où Bagnères pouvait être finaliste du championnat de France 2 fois en 3 ans, où la Voulte pouvait être champion de France en 70, avant le professionnalisme, le rugby des clochers, et maintenant le rugby des grandes métropoles. Ben oui, forcément. Alors, on peut en être nostalgique, mais c'est le sens de l'histoire. Et puis bon, cette aventure de Bagnères, elle est un peu associée à ma famille et Roland Bertrand aussi, parce qu'il a joué en équipe de France avec mes oncles. Oui. Et surtout, malheur pour Bagnères, mais ce titre de 79, Roland Bertrand, il l'a perdu contre Narbonne. Oui. En 79. Avec un de tes oncles qui était sur le terrain, je crois. Ouais, Claude. Cette année-là, et donc ça fait partie de tous ces clubs bien sûr, mais il faut se rappeler que le rugby de l'époque de première division comportait certaines années jusqu'à 80 clubs. Oui. Donc forcément aujourd'hui il y en a 14, donc ça écrème. Voilà, je crois qu'il faut se réjouir aussi de ce qu'on vit. C'est une autre époque, mais c'est sûr que l'économie depuis la professionnalisation du rugby en 95 n'a pas permis à toutes ces villes historiques, lourdes, qui en Lavelanet, dont on aime se rappeler parce que il y a des matchs mythiques qui nous restent en tête, mais malheureusement on a changé d'air. Et alors, est-ce qu'il restera pour toi, Philippe, un des plus grands 13 de l'histoire du rugby français? On pense évidemment avec l'immense Philippe Sella qu'on salue. Mais bien sûr, c'est énorme parce qu'il faut se rendre compte qu'à cette époque, Roland Bertrand de tête, je crois que c'est presque 70 sélections en équipe de France. 69 sélections de mémoire, oui. Mais je pense qu'on ne mesure pas ce que ça représente. Il avait battu Benoît Doga, il me semble qu'il était à 63 et qui était le précédent recordman. Oui, mais surtout, il faut se rendre compte que c'était une époque où il n'y avait pas de Coupe du Monde, oui, où il n'y avait pas de tournée d'automne. Oui. Donc en fait, c'est des joueurs qui auraient eu 120 sélections aujourd'hui. C'est clair. Donc c'est colossal. Un joueur à 70 sélections à cette époque-là, ça démontre une longévité exceptionnelle. C'est 10 ans d'équipe de France, 10 ans au plus haut niveau. Donc bien sûr qu'il restera un des plus grands joueurs à ce poste dans l'équipe de France. Alors Philippe, demain on te retrouve évidemment sur Sud Radio dans la soirée de Pro D2. Tu peux déjà nous faire saliver en parlant de ta chronique en avant l'écho ?
Alors en avant l'écho, on va parler du nouveau format de la Coupe du Monde à venir de 2027, puisque World Rugby a confirmé un nouveau dispositif avec 24 équipes. Donc on va se poser la question de savoir si c'est raisonnable, puisque on a vu lors de la dernière Coupe du Monde que en fait il y a déjà des déséquilibres forts entre le top 10 mondial et les 10 autres, puisqu'avant on avait une compétition à 20 équipes. Mais on est dans le sens de l'histoire, parce que le rugby doit s'étendre sur le globe pour trouver une assise beaucoup plus forte et d'avoir plus de nations qui s'éveillent au rugby. Et donc ça va dans le sens de l'histoire avec World Rugby qui développe et qui ouvre à 4 équipes supplémentaires sa compétition pour 2027. Merci à toi Philippe. Et Philippe Spanghero que vous retrouvez demain soir à partir de 19h30 avec Alexandre Priam et toute l'équipe du rugby. Tous ces joyeuderies Ferudov-Ali à 19h30, donc demain soir pour la Pro D2 sur Sud Radio. Merci à toi Philippe. Allez, tout de suite, les tours de table de l'actualité. Quel tour de table, Éric Revel? Les bateaux fantômes, ça m'intéresse beaucoup. Sébastien Et Ménard. là, je parle pas du bloc central et des macronistes. Je parle bien des vrais bateaux fantômes. Ça règle les comptes même dans les teasings. Mon tour de table, ça sera arrêtons de taper sur les macronistes. Oui. Je sens que ça va être, comme disait un certain Walter Spanghero, viril mais correct. Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Et bougez plus. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Éric Revel et Sébastien Ménard. Et c'est l'heure des tours de table de l'actualité. On est convoqué à la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On a déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Bah alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Éric Revel qui a dodeliné en entendant la dernière formule de l'excellent jingle de notre excellent réalisateur Maxime. Alors votre tour de table, vous, c'est les bateaux fantômes. Oui, c'est les bateaux fantômes parce que c'est un sujet sur lequel un expert maritime avait attiré mon attention. L'expert en question, je vais rendre à César ce qui lui appartient, il s'appelle Mathieu Bérurier. Il est français, mais c'est un grand expert du commerce maritime en général, et il m'avait donné ce chiffre qui m'avait frappé. Il m'avait dit, dans le monde, il y a à peu près 700 à 800 navires illégaux fantômes. C'est fou. Alors c'est fou. Et c'est des petits bateaux, c'est pas des gros. Si, il y a un peu de tout. Il y a des minéraliers, il y a des... Oui, il y a des comme vous le savez, il y a des navires qui battent pavillon pour des raisons fiscales ou pour des raisons politiques. Libériens ou panaméens notamment. Par exemple, celui qui était là au large de Saint-Nazaire, je crois qu'il a un drapeau béninois. Oui. Je crois. Bon, alors il y a ceux qui font du commerce illégal. Et puis il y a ceux qui font peut-être de l'espionnage, puis il y a ceux qui font les deux, sans doute. Et peut-être que le bateau en question, dont j'ai oublié le nom, dont on parle, oui. Voilà, qui a un nom un peu. Celui-ci, d'ailleurs, vous avez vu que le chef de l'État, à l'ouverture du sommet du Conseil politique européen de Copenhague, a dit que, alors il n'a pas dit que c'était des drones russes, il a dit qu'il faudrait maintenant tirer sur les drones, parce qu'en réalité, ces drones, ils survolent des structures critiques, des bases militaires, au Danemark et ailleurs. Et si on part du principe qu'ils sont russes, on peut bien imaginer qu'ils décollent pas de Moscou ou de Krasnoyarsk. Oui, ces drones. Parce qu'il y a quelques centaines, voire milliers de kilomètres. Donc de là, imaginez qu'en fait, ces bateaux fantômes, le pont sert de piste de décollage pour ces drones. Il y a un pas qu'on franchit assez vite. Donc là, c'est un vrai sujet, parce que peut-être que des puissances étrangères, alors disons russes, j'en sais rien, testent la façon de réagir des membres de l'OTAN qui sont aussi européens. Zelensky a dit il y a quelques jours, que d'après lui, Poutine serait tenté d'attaquer un autre pays européen. Voilà où on en est quand même. Oui, mais voilà il attaque quasi automatiquement un pays de l'OTAN. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, on est à l'article 4 de l'article de l'OTAN. L'article 5, je vous rappelle que c'est un pays agressé, tous les pays viennent à son secours. Oui. Bon, on est en consultation de l'article 4 de l'Alliance en ce moment. Donc, vous voyez, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, de tout ça. Peut-être parce qu'on met la tête dans le sable, mais c'est comme tout ça est assez tendu et chaud. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Ménard? Ça vous fait peur? Non, j'ai pas peur, parce que quand je vois que vous avez un sommet extra-européen avec 47 chefs d'État réunis à Copenhague aujourd'hui, et qui, quelque part, font front uni contre l'agresseur et l'agression russe,
Certains ont d'ailleurs de la considération pour la Russie, pour le peuple russe. Mais en fait, vous avez quand même 47 chefs d'État qui sont, au moment où on se parle, réunis. Je pense que, évidemment, ce sujet des bateaux fantômes, alors il n'y en a pas un seul. Éric Revel, on soupçonne en fait la Russie d'en avoir plus d'une centaine. Oui, oui. Donc il y en a 700, 800 dans le monde qui battent pavillon d'ailleurs, on ne sait quoi. D'ailleurs, le Bénin a démenti. Le Bénin a dit ce bateau-là n'est pas entre guillemets immatriculé chez nous. Voilà. La probabilité, c'est que, ça alimente un commerce sous embargo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça puisse, quelque part, collecter du renseignement. La troisième chose, c'est que ça puisse faire décoller des drones. Alors, des drones, ça peut prendre des photos, mais ça peut aussi attaquer des cibles. Et puis, quatrième, last but not least, ça peut permettre aussi, je dirais, à Poutine de s'amuser et puis de nous tester un peu, encore, toujours un peu plus. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, donc, mais en même temps, je ne suis pas dans le catastrophisme, je ne suis pas dans le bisounoursisme. Je me dis qu'il y a quand même 47 chefs d'État. Je rappelle qu'on est, en Europe, on est 27. Là, ils sont 47. Ils sont 47 alignés. Je ne suis pas d'ailleurs l'avocat de Zelensky, pour qui j'ai peu de considération, mais en tout cas, il y a quand même 47 chefs d'État, 47 pays qui sont alignés pour dire non. Sébastien Ménard, votre tour de table, je pense que ça va faire réagir Éric Revel. Arrêtez de tirer sur les macronistes. Oui, mais arrêtez de tirer sur les macronistes. On a le droit de tirer sur les macronistes, on a le droit de tirer sur les LFistes et sur les lepénistes, ce que moi je fais chaque jour que Dieu fait. Mais à un moment donné, ça ne fait pas recette. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, tirer sur le macronisme, ça ne fait pas recette. J'en veux pour preuve l'un des derniers sondages qui est sorti du four, où on pousse Bardella, Le Pen à 33%. Vous parlez du sondage Sud Radio. Oui, tout à fait. Entre 33 et 35. Voilà, entre 33 et 35, on voit que le seul macroniste, en tout cas le seul candidat issu du bloc central, Édouard Philippe, estampillé macroniste, parce que premier ministre d'Emmanuel Macron, on voit qu'il se fait grignoter. Je dis simplement à toutes celles et tous ceux qui, quelque part, torpillent les macroniens, les macronistes, Macron, le passif, le Mozart de la finance, comme je vous l'entends le dire sans cesse Éric Revel, c'est juste qu'en embuscade, vous avez cette gauche magnanime que vous aimez tous, la gauche castratrice, la gauche qui va vous taxer, et la gauche qui l'emportera face à Bardella, Le Pen. Voilà, je dis juste ça comme ça, et qu'à un moment donné, quand je dis à toutes celles et tous ceux qui ont la droite bon teint, et je le dis de manière totalement décomplexée, parce que c'est mon ancienne famille politique, leur candidat est à 9% aujourd'hui, et qu'à force de taper sur Macron, les macronistes et les macroniens... Vous parlez de Retailleau à 9%? Oui, tout à fait. Il est entre 9 et 13. Selon les hypothèses de candidature. Mais ce que je dis, c'est que ça ne fait pas recette. Voilà, c'est taper sur les macroniens, sur les candidats, en tout cas issus du bloc central, ça ne fait pas recette. J'en veux pour preuve, c'est QFD, le magnifique sondage Sud Radio de la semaine passée. De cette semaine. C'était mardi. Éric Revel. Mais monsieur Ménard, pardonnez-moi, je vais avoir un ton calme, pesé, mesuré. Pour une fois. C'est le en même temps de votre champion qui a foutu le bordel politique dans ce pays. Ça partait d'une idée géniale, on va prendre le meilleur à gauche et le meilleur à droite. Résultat, on a fait croître de manière exponentielle les extrêmes. Voilà, c'est ça le résultat du en même temps. Jusqu'à là, donc vous avez raison. Vous êtes coupable et vous êtes responsable. Vous avez les deux. Bon, maintenant, quand à tirer sur les macronistes, je vais vous dire, c'est même plus la peine. C'est pourtant ce que vous faites. Vous voyez encore des macronistes ? Vous en voyez encore des gens qui défendent encore Emmanuel Macron ? Non, mais vous avez écouté Gabriel Attal ? Vous avez écouté le silence assourdissant d'Édouard Philippe ? Je grossis le trait, tout le monde s'en détache. Je ne tire plus sur les macronistes, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Enfin, les candidats issus du bloc central. Je vous redis, parce que j'aurais bien aimé que vous me disiez ce que vous pensez de ça, c'est que après les législatives, au moment entre les deux tours, Gabriel Attal qui dit je préfère voter pour un LFI que pour un RN. Et aujourd'hui, Madame Pivet, la présidente Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit il faut que les RN aient des vice-présidents. Donc votez RN, je vais vous au bloc central. Donc un coup le bloc central, il vote LFI, un coup il vote RN. Je vais vous répondre. C'est un bateau fantôme. Je vais vous répondre parce que j'ai déjà... Ils n'ont plus de gouvernail, ils n'ont plus de capitaine, ils prennent l'eau de toutes parts et ils nous font croire qu'ils flottent encore. Je
vais vous répondre parce que j'avais déjà précisé, en tout cas ma pensée, qui malheureusement n'était pas majoritaire à l'époque. J'avais expliqué que le concept de l'arc républicain défendu par quelques-uns, qui est devenu finalement un concept macronien, était une énorme connerie. Voilà, je l'ai dit, que de dire que le Rassemblement national était en dehors de l'arc républicain et que les LFistes, la NUPES, étaient dans l'arc républicain, j'ai dit que c'était une connerie. C'est pourtant ce qu'a dit François Hollande. Mais attendez. Votre ami François Hollande a dit LFI est dans l'arc républicain, vous voyez. Non mais moi je dis, mais attendez. Mais on est habitué avec les macronistes. Mais attendez, on a le droit de porter une voix dissonante. Depuis, en tout cas sur cette antenne, j'ai toujours été extrêmement constant parlons vrai, exactement, que l'arc républicain à la sauce Hollande-Macron, je l'assume, était une énorme connerie. Et que, effectivement, il fallait, à l'issue de cette dissolution, laisser les urnes parler jusqu'au bout. Et que le tripatouillage électoral qui consistait à dire on fait voter, on préfère des députés LFistes à des députés lepénistes est une énorme connerie. Voilà, je l'ai dit. Merci beaucoup de vos tours de table de l'actualité qui ont été très maritimes, faut-il le dire. Il faut le dire. En termes de bateaux non immatriculés et de bateaux ivres. Dans quelques instants, c'est un anniversaire. Il y a 1 an que le périphérique parisien passait à 50 km/h. Et on va voir quel est le bilan avec Aurélien Véron, conseiller à la mairie de Paris. Restez bien avec nous. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et continuez comme ça parce que vous êtes formidables, tous. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Éric Revel et Sébastien Ménard. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Hier, l'Observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France a publié le premier bilan des mesures de limitation de vitesse et de voies réservées sur le boulevard périphérique parisien. Nous sommes en compagnie d'Aurélien Véron, conseiller à la mairie de Paris. Bonsoir. Bonsoir Philippe David. Alors, comment se porte le périph' avec l'instauration des 50 km/h, 1 an après? Tout le monde se traîne et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les chiffres à 500 mètres de distance du périphérique n'ont pas beaucoup bougé. Le bruit a même à peine baissé. Et puis, par contre, les particules fines PM10 sont plutôt remontées. Alors, c'est quoi, excusez-moi, c'est quoi les particules fines PM10? Parce que tout le monde ne le sait pas. C'est les particules diesel, c'est quoi? Ce sont des particules émises par les véhicules thermiques, diesel ou non diesel, et qui en fait sont tellement petites qu'elles pénètrent dans les alvéoles pulmonaires et elles peuvent être nocives en grande quantité. Donc le but de ce ralentissement à 50 km/h était de limiter les émissions de microparticules. Finalement, elles sont encore plus nombreuses aujourd'hui, donc échec de ce point de vue. Et en fait, un rapport de la Chambre régionale des comptes vient de sortir et met le doigt sur le côté improvisé, impréparé de cette réduction de la vitesse du périphérique, et puis sur l'absence de solutions viables pour le bruit, par exemple, puisque l'enrobéphonique est la seule solution qui a vraiment un impact sur le bruit. La région Île-de-France, Valérie Pécresse avait proposé de financer plus d'enrobéphonique qu'aujourd'hui pour accompagner les villes voisines de Paris, mais la mairie, comme à son habitude, avance toute seule dans son coin sans aucune concertation. En fait, ce périph', pour moi, il est un peu l'emblème de la sécession de Paris avec sa banlieue. C'est une vraie sécession. Aurélien Véron est la 4e voie qui, depuis les Jeux Olympiques, est à certaines heures une voie de, allez, on va dire, covoiturage, taxi, etc. Est-ce qu'il y a un impact positif dessus ? Alors, il y a un impact parce que globalement, ces deux mesures conjointes ont réduit la circulation. Les gens ont plus peur de prendre le périph', mais la voie de covoiturage n'est absolument pas comprise. On a des dizaines de milliers de PV, ça ralentit à peine, ce qui veut dire que les utilisateurs du périph' ne comprennent pas comment ça fonctionne et se font piéger par une escalade. Donc, c'est vraiment un échec sur toute la ligne. La mairie, je rappelle qu'il n'y a eu aucune concertation entre les villes concernées, puisque 80% des utilisateurs du périphérique sont des franciliens, pas des Parisiens. Les Parisiens sont très très minoritaires. Ah bah c'est sûr. Ces franciliens n'ont pas le choix parce que le périph' est l'un des rares axes qui permet de tourner autour de Paris. Et donc ils ont besoin de cet axe. Ils sont piégés. Ils ont été consultés par la région Île-de-France il y a quelques années. Ils étaient 90% à être contre ces mesures.
la mairie passe en force, la mairie de Paris est complètement coupée de sa banlieue. Je pense qu'il y a une sorte de mépris, de condescendance à l'égard de la banlieue qui est dramatique parce que Paris vit de sa banlieue. Alors on va demander à deux Parisiens, Éric Revel et Sébastien Ménard, rapidement tous les deux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est que Sébastien Ménard a un chauffeur, pas moi. Je vais vous poser une question. J'ai le sentiment, quand je prends le périph', notamment quand la voie de gauche est roulante uniquement pour les taxis, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bouchons qu'avant. Donc de toute façon, on pourrait nous faire rouler à 30, on n'irait pas moins vite. Ils peuvent abaisser maintenant, si vous voulez. Enfin, je plaisante à peine. On est passé, on est à 50, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bouchons qu'avant. Est-ce que c'est un sentiment de bouchon, comme dirait Éric Dupond-Moretti, ou c'est vrai? Non, la vitesse a beaucoup baissé, c'est clair, mais c'est le principe. La vitesse a beaucoup baissé et les bouchons, je crois, se sont multipliés. Voilà. Donc, c'est pas franchement une aide à la fluidité. C'est plutôt l'optique de la mairie de Paris, il faut être clair, hein. Ils vous le disent pas franchement, mais vous comprenez dans toutes les mesures qu'ils mettent en place. Ils veulent éradiquer la voiture. La voiture, c'est une nouvelle religion qui estime que la voiture est une pollution, qu'elle soit électrique, qu'elle soit hybride ou thermique. Par conséquent, la mobilité devient un péché. C'est le culte de l'immobilisme, c'est le culte du petit village de quart d'heure où on ne peut plus s'éloigner et aller découvrir d'autres univers. Un mot très rapide, Sébastien Ménard, en 20 secondes. Les transports motorisés à 4 ou 2 roues sont évidemment empêchés, entravés et j'ai envie de dire très confortablement fiscalisés actuellement par la mairie de Paris. C'est vrai. Et fiscalisés un peu par tout le monde. Merci beaucoup Aurélien Véron, conseiller à la mairie de Paris. Allez, les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et nous prenons la direction de Pau, qui a eu récemment d'ailleurs un Premier ministre. Bonsoir Linda. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Madame la ministre, excusez-moi évidemment. Alors vous, si vous étiez ministre des Affaires sociales, comme aujourd'hui on parle beaucoup de conflits sociaux, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, je ferai en sorte de conserver une institution qui nous est chère, celle de la sécurité sociale. Voilà. Et pour cela, donc, je mettrai en place certaines choses. Je réduirai l'accès de la sécurité sociale aux personnes qui ne cotisent pas ou qui n'ont pas cotisé. Oui. Voilà. Et j'arrêterai aussi l'aide médicale d'État. Oui. Voilà, hors urgence vitale. Oui. Donc vous feriez ce qu'on appelle l'AMU, l'aide médicale d'urgence. Exactement. C'est bien ça. Mais vous, votre priorité, si vous étiez ministre des Affaires sociales, ce serait de conserver, je veux dire, la sécurité sociale version 1945, quoi, qui dure depuis 80 ans ? Exactement. Alors, je pense que c'est une institution qui est extrêmement chère aux Français. Oui. Et c'est celle, je pense, qu'on va perdre dans les prochaines années. C'est celle qui est le plus en danger. Bon, il y en a d'autres, mais je pense que celle-ci est particulièrement chère aux Français et il faut la maintenir. Sébastien Ménard, les Français sont attachés à la sécurité sociale, même si on nous dit que depuis 45, c'est plus faisable. Mais c'est normal que les Français soient attachés à ce qui fait une partie, entre guillemets, du sel de notre démocratie. C'est le lien social, c'est la vie, c'est la vie à la française. Donc évidemment que ça fait partie j'ai même pas envie de dire des acquis, ça fait partie aujourd'hui des prérequis. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Revel ? Madame la ministre, c'est votre conseiller spécial qui vous parle, Éric Revel. Vous avez un super conseiller spécial. Je vais vous rappeler, il est cher en plus. Je vais vous rappeler, vous avez tout à fait raison d'avoir annoncé ce que vous allez faire dans votre ministère, parce que le déficit de la Sécu cette année, il est prévu à 22 milliards d'euros, et la dette cumulée de la Sécu, c'est 180 milliards d'euros. Donc il est urgent, Madame la ministre, de faire quelque chose. Maintenant, attention, vous ne pourrez pas rentrer tout de suite dans le gouvernement le corps nu, parce que ce sera plutôt des gauchiso centristes, vous voyez, et les mesures que vous annoncez, Madame la ministre, c'est peut-être pour un gouvernement, mais pour le prochain, vous voyez, pas pour tout de suite. On est sur de la droite dure, tout à fait. Merci beaucoup, Madame la ministre. Linda de Pau, on embrasse nos auditeurs des Pyrénées-Atlantiques, même de toutes les Pyrénées jusqu'aux Pyrénées-Orientales, une chaîne de montagne absolument magnifique. Oui. Dans quelques instants, mon coup de gueule. En France, le niveau éducatif s'effondre, mais nos syndicats ont d'autres priorités. En attendant, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Présente. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine,
Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, vous êtes actif aujourd'hui, alors vous préparez déjà votre retraite normalement, même si vous n'y pensez peut-être pas encore. Jeune ou moins jeune, ça nous concerne tous d'ailleurs, parce que la retraite, ça se prépare tôt pour choisir les bonnes solutions. Et dans l'esprit de beaucoup, d'ailleurs, retraite rime avec perte de revenus. Mais concrètement, quelle perte? C'est là qu'entre en jeu la notion clé de taux de remplacement. Alors Catherine, justement, on va s'attacher à ce terme. Vous allez essayer de nous l'expliquer. C'est quoi le taux de remplacement? Le taux de remplacement, c'est tout simplement le rapport entre votre première pension de retraite et votre dernier salaire quand vous étiez en activité. En clair, il va mesurer la part de vos revenus professionnels qui vont être remplacés par votre pension de retraite. Et en termes de chiffres, ça donne quoi concrètement? Si on prend un exemple, on va imaginer que vous finissez votre carrière à 2500 € net par mois. Oui. Si votre première pension de retraite est de 1500 €, ça veut dire que votre taux de remplacement sera de 60%. Les 1500 rapportés aux 2500 de votre dernier salaire. Donc ça veut dire que la retraite va compenser 60% de votre revenu. C'est très clair. Et en France, Catherine, à combien se situe ce taux de remplacement en moyenne? En moyenne, aujourd'hui, on est autour de 50 à 60% du dernier salaire. Mais ce chiffre varie beaucoup selon les situations. Alors pour les revenus modestes, on sera plutôt à du 70%. Plus les revenus vont être élevés et plus le taux va baisser. Et on peut baisser jusqu'à 40%, parce qu'en fait, les retraites complémentaires plafonnent. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a donc pas un seul taux pour tout le monde. Exactement. Ça va dépendre de votre niveau de revenu, ça va dépendre des régimes auxquels vous êtes affilié, ça va dépendre de est-ce que vous avez votre carrière complète ou pas. Et si on prend un exemple, les fonctionnaires, on va calculer leur pension de retraite sur la base des 6 derniers mois de salaire, alors que sur les salariés du privé, on va prendre les 25 meilleures années. Donc ça fait un changement, c'est une règle de calcul différente qui aboutissent à un résultat différent. Et en quoi et pourquoi, d'ailleurs, le taux de remplacement est un indicateur si important? Parce qu'en fait, il va vous permettre de vous projeter. Quand vous passez de 100% d'un salaire à 60%, ça veut dire une perte de pouvoir d'achat. Et donc c'est important de pouvoir le savoir, l'anticiper et de pouvoir compléter avec une épargne personnelle, que ce soit par une assurance vie, par un plan épargne retraite, pour que vous puissiez retrouver un niveau de vie comparable à celui que vous aviez en activité. Alors dans les années passées, on a souvent parlé des réformes de la retraite, justement. Est-ce que ce taux de remplacement a évolué ou évolue avec ces réformes? En fait, il tend à baisser progressivement, puisqu'on a l'allongement de la durée de cotisation, le vieillissement de la population, et donc toutes les réformes successives réduisent mécaniquement ce taux. Et en fait, on estime qu'à l'horizon de 2050, le taux pourrait tomber aux environs de 45 à 50%. D'où l'importance, encore une fois, d'anticiper. Absolument. Alors si je vous comprends bien, et en résumé, le taux de remplacement, c'est donc un chiffre clé pour mesurer la différence entre sa vie active et sa vie de retraité, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, c'est l'indicateur qui dit, avec votre pension, vous allez conserver X% de votre niveau de vie d'avant. Et plus on en a conscience tôt, mieux on pourra mettre en place des solutions qui vont pouvoir compenser cette perte de revenus. Alors, comme vous le répétez assez souvent, d'ailleurs, dans nos chroniques, quand on parle de retraite, plus on démarre tôt, même avec des petits montants, et plus l'épargne retraite est à la fois indolore et efficace. Donc, c'est vrai qu'il faut commencer quasiment au début de sa carrière. Exactement. Merci Catherine. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et je vous retrouve dimanche à 9h27 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix de Sud Radio avec Éric Revel en pleine forme ce soir. Ça Absolument. va Éric? Grande forme. Quand je vois Monsieur Ménard, je ne peux être qu'en forme, si vous voulez. Et vous, Sébastien Ménard? Je suis intrigué. En pleine forme aussi? C'est sûr, quand je dois répondre aux inepties d'Éric Revel, forcément, ça m'éveille, ça me réveille, ça me stimule, et plus, si affinité. Eh bien, vous savez quoi? Même si Cécile n'est pas là, j'ai décidé encore une fois de râler. Les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là, rue de Grenelle, que se trouve le ministère de l'Éducation nationale et qu'une proposition du syndicat d'enseignants FSU-SNU-IPP m'a fait tomber de l'armoire. Mais quelle proposition? Rebaptiser, je fais exprès d'utiliser ce terme, les vacances scolaires de Toussaint et de Noël en vacances d'automne et de fin d'année afin de les laïciser. Une laïcisation qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui se faisait de manière plus feutrée à l'époque. En effet, en 1981, les vacances de Pâques ont été rebaptisées vacances de printemps, en arguant que Pâques ne tombait pas systématiquement pendant les vacances de Pâques. Et je n'en peux plus de cette prétendue laïcisation, la laïcité ne visant pas à effacer les racines chrétiennes de la France, mais à garantir l'égalité entre tous les citoyens, quelle que soit leur croyance ou leur non-croyance, tout en séparant les églises de l'État. Alors poussons le ridicule de ce syndicat jusqu'au bout. Faudra-t-il que, lorsque les Verts remonteront en Ligue 1, le speaker du stade Geoffroy-Guichard ou du Parc des Princes n'annonce plus la composition des équipes en disant Saint-Étienne et Paris Saint-Germain, mais Étienne et Paris-Germain? Va-t-on rebaptiser les villes qui accueillent les écoles des officiers et sous-officiers Cyr et Mexan au lieu de Saint-Cyr et Saint-Mexan? Nos soldats qui saluent Saint-Michel pour les parachutistes ou Saint-Christophe pour les tringlos, vont-ils dire au lieu de par Saint-Michel ou par Saint-Christophe, par Mimi ou par Cricri? Va-t-on, au nom de la laïcité, supprimer les jours fériés religieux? Mais j'ai quelques doutes que les syndicats valident cette proposition. Celui qui écrit ce coup de gueule est loin d'être une grenouille de bénitier, puisqu'il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'intitulait « Virons-Dieu du débat politique ». 10 ans après, j'ai très envie d'écrire la suite qui s'intitulerait « Virons les cons du débat public ». Éric Revel. Excellent, mon cher Philippe. Je pense que vous dites tout du ridicule de la situation. En fait, vous savez, ça me fait penser à sur le même type de sujet dans l'île de Ré que je connais bien. Il y avait une statue d'une vierge. Oui. À un rond-point. Bon, mais elle était là depuis des décennies, vous voyez. Eh bien, vous avez une association laïcarde. La Libre Pensée. La Libre Pensée. Alors, je crois que c'est monsieur, d'ailleurs, c'est le père de Madame Schiappa, qui était le patron de la Libre Pensée à La Rochelle. Et donc, en fait, il voulait faire déplacer la statue parce qu'elle était sur le domaine public. Bon, quand on en est là, si vous voulez, on s'attaque au roman national, on s'attaque à nos racines. Moi, je pense que les profs dont vous parlez là, c'est des profs qui sont c'est un syndicat de profs. Oui. Bon, il ferait mieux de s'attacher à faire remonter le niveau de nos têtes blondes en maths, en français, plutôt qu'à s'occuper de sujets subalternes, sauf si c'est l'aveu que, en fait, ils n'ont plus le niveau eux-mêmes pour faire remonter le niveau de nos enfants. Sébastien Ménard, est-ce que vous me donnez le bon Dieu qu'en sans confession? Absolument pas. Moi, je vais vous choquer, mais moi qui suis père de jeunes enfants, ce que vous décrivez là, c'est la disparition après la dilution. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune parent, on vous parle déjà des vacances d'automne, on vous parle des vacances d'hiver, on vous parle des vacances de printemps. C'est déjà le cas. Alors ça ne s'écrit pas, mais ça se présente comme ça. Parce que je vous coupe pour faire le coup de gueule. J'ai été lire le planning des vacances de l'Éducation nationale et il y a marqué vacances de printemps, mais il y a encore marqué vacances de Toussaint et vacances de Noël. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et que vous avez un espèce d'effacement progressif, indolore, qui passe totalement inaperçu, pour être tout à fait honnête. Et là, vous avez finalement un syndicat qui est globalement assez courageux, qui assume des positions, qui dit voilà, au nom de la laïcité, d'une espèce de neutralité du service public, de l'enseignement, de l'éducation nationale, appelons un chat et un chien un chien. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais ne vous étonnez pas, puisque ça fait déjà un moment que les vacances de Pâques ne sont plus les vacances de Pâques, elles s'appellent les vacances de printemps, et que les vacances de la Toussaint... C'est depuis 80. Non, mais je l'ai déjà entendu, et je vous dis, je l'ai déjà entendu dans des contrées qui ne sont pas des contrées wokistes, loin de là. Un mot de la fin très court ou pas? Très court. C'était quoi la chute de votre papier, Philippe? C'était Virons les cons du débat public à la place de Virons Dieu du débat politique, qui est un livre que j'ai écrit il y a pile 10 ans. Donc ma conclusion, c'est mort aux cons.
Et comme avait dit le général de Gaulle à quelqu'un qui lui disait, vaste programme. Merci à vous. Dans quelques instants, dramatique attaque au couteau à l'extérieur d'une synagogue à Manchester. Et on vous pose cette question. La montée de l'antisémitisme est-elle hors de contrôle? Vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. On se travaille. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Éric Revel et Sébastien Ménard. Violente attaque au couteau aujourd'hui, enfin attaque en voiture et au couteau devant une synagogue de Manchester dans le nord de l'Angleterre. 3 personnes sont décédées et 3 ont été blessées grièvement. Et on vous pose cette question, le jour de Yom Kippour, le grand pardon, la plus grande fête pour nos compatriotes et pour les juifs du monde. Et on vous pose cette question, la montée de l'antisémitisme est-elle hors de contrôle? Et vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir? Vous avez été victime d'agression ou d'injures antisémites? Venez témoigner au 0826 300 300. Éric Revel, 82% des votants qui disent que l'antisémitisme est hors de contrôle. Alors, je pense qu'ils répondent plus facilement pour la France que pour l'Angleterre, comme on écoute surtout beaucoup plus Sud Radio en France qu'en Angleterre. Que vous inspire ce chiffre? Je suis terrifié. On le constate évidemment en France. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une nouvelle agression. Hier. Enfin, hier dans l'Essonne, parce qu'il y a aussi hier dans le Var, c'est pour ça. Donc, la montée de l'antisémitisme, rien ne semble pouvoir la juguler, ici comme ailleurs. Là, on franchit, si j'ose dire, une étape supplémentaire dans l'horreur, puisque 3 personnes ont été tuées à Manchester, qui sortaient d'une synagogue, donc des gens évidemment de confession juive. Le caractère antisémite de l'attaque là ne fait aucun doute. Donc si vous voulez, moi par moment, quand je vois certains tags, certaines réflexions décomplexées sur l'antisémitisme, je me demande si on n'est pas dans une situation qu'on a connue avant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, si vous avez posé la question. C'est ce qu'a dit Alain Finkielkraut écoutez, il n'y a pas longtemps. Alain Finkielkraut a raison de se poser la question. Tous les ingrédients sont sur la table. La façon aussi dont certains partis politiques, comme LFI en France et comme sans doute d'autres, je ne connais pas la situation politique en Angleterre, ont importé le conflit entre Israël et le Hamas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose pour arrêter l'explosion de l'antisémitisme partout en Europe. Vous êtes sur la même ligne, Sébastien Ménard, vous le constatez? Moi, je pense que... Vous qui voyagez beaucoup en plus. L'antisémitisme n'est plus rampant. Il est assumé aujourd'hui. Certains même parlent de nazislamisme. Oui. Voilà, parce que on avait dans les années 80 un antisémitisme, j'ai envie de dire blanc. Voilà, vous aviez des skinheads, vous aviez des jeunesses radicalisées d'extrême droite, etc. Mais il y avait déjà aussi de l'antisémitisme proche-oriental, comme l'attentat de la rue des Rosiers, l'attentat de la synagogue de la rue Copernic, etc. C'était évidemment à la rubrique faits divers et géopolitique, mais on n'était pas... Là on est... j'ai envie de mettre ça, moi, aujourd'hui, à la rubrique affaires sociales. Puisque c'est un fait de société, c'est un problème de société. Cette haine entre de jeunes, si je parle de la France, parlons de ce qu'on connaît, de jeunes Français de confession musulmane versus de jeunes Français de confession hébraïque. C'est ça le problème. Et donc, quand j'entends des politiques d'hier et même d'aujourd'hui nous parler de vivre ensemble, du fameux sacro-saint vivre ensemble, cette espèce de tarte à la crème narrative, la réalité c'est que le vivre ensemble n'existe plus, en tout cas de ce point de vue-là. Voilà, il n'existe plus. Et vous avez dans ce contexte-là des tarés, voilà, des tarés racistes, antisémites, xénophobes qui passent à l'acte. Voilà, ils passent à l'acte aujourd'hui. Manchester, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est pas le tiers-monde, c'est pas le Maghreb. C'est pas, le Maghreb, c'est pas le tiers-monde non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que le Maghreb est le tiers-monde, mais c'est chez nous. Oui. C'est chez nous. Ce sont des sociétés semblables aux nôtres.
Mais est-ce que vous pensez pas, parce que moi je me souviens au Royaume-Uni, certaines mosquées radicalisées, je pense à Abu Hamza qui prêchait devant la mosquée de Finsbury Park en éructant qu'il fallait tuer les juifs, tuer les chrétiens. Mais vous avez, monsieur Philippe David, vous avez une certaine forme de tolérance, de tolérance anglo-saxonne qui est prohibée en France. Mais qu'est-ce qui se passe dans un certain nombre d'établissements cultuels licites ou illicites sur notre pays? C'est ça le vrai sujet. Vous avez des tas de musulmans de France qui vivent leur religion de manière très peaceful, extraordinairement respectueeuse. Il y a la République, et puis il y a le culte en famille, etc. etc. C'est d'ailleurs ça la laïcité, mais évidemment, l'Église chez elle, l'État chez lui, comme disait Victor Hugo. Mais vous avez aussi quelque part des politiques qui, par clientélisme électoral local, ont laissé la France, et j'ai envie de dire, et au-delà de la France, des grandes villes européennes, de grandes cités européennes, se gangréner par ce que j'appelle le nazi-islamisme. Éric Revel, l'Angleterre a quand même été très, je dirais, trop tolérante avec certains discours. Bien sûr, oui, trop tolérante avec un flux d'immigration aussi. Vous avez vu la ministre de l'Intérieur britannique qui essaie de sauver son Premier ministre progressif avant les législatives prochaines, qui sont plutôt données gagnantes pour des partis nationalistes en Grande-Bretagne. Reform UK, oui. Bien sûr. Donc en réalité, vous avez un flot d'immigration. Vous savez, on dit souvent que la laïcité en France, c'est une sorte de château de cartes, un peu, devenu très fragile. Mais c'est pour ça qu'il faut ne rien laisser passer. Nos syndicats de l'éducation nationale tout à l'heure qui veulent débaptiser, rendre laïque tout ça, non, justement, parce qu'on va commencer par ça, puis ensuite on tolérera tous les signes ostentatoires dans la rue d'autres religions. Non, vous l'avez dit, Hugo l'a très bien dit, c'est l'Église chez elle, l'État chez lui. Voilà, donc si on défend pas cette laïcité-là, il faut rien laisser passer. Au bout d'un moment, je vais vous dire, tout va s'effondrer, on sera dans la même situation. Regardez ce qui se passe à Bruxelles. Oui. Regardez ce qui se passe à Londres. Regardez ce qui se passe à Londres. Les gouvernements historiquement sociodémocrates en Danemark ou en Suède ont des politiques immigrationnistes extrêmement rigides et strictes. Ils voient le danger. Voilà, et l'Angleterre se réveille, c'est un cauchemar pour eux, c'est un cauchemar. Et il n'y a pas que cet acte antisémite barbare à Manchester, il y a aussi ce qu'on voit dans les rues de Londres. Et pas que de Londres, Birmingham. Voilà, et donc si vous voulez, il y a le feu. Il y a le feu, mais est-ce qu'on peut éteindre l'incendie? Parce que 82% des votants pensent que la montée de l'antisémitisme est hors de contrôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour inverser la tendance? Vous avez il faut du courage politique. Il faut le courage de faire quoi? Le courage en tout cas dans un pays comme la France, si on veut pas que Paris devienne Manchester, il va falloir être extrêmement courageux. Il va falloir effectivement que la loi sur la laïcité ne soit pas quelque part le porte-étendard des wokistes qui veulent enlever les crèches dans nos mairies, qui veulent démonter la statue dont vous parliez, Éric Revel, à l'île de Ré, qui veulent débaptiser les vacances de la Toussaint. Voilà, déjà, il faut tenir sur ces positions-là, il faut assumer quelque part notre histoire, nos origines, nos traditions judéo-chrétiennes, parce que c'est de cela dont il s'agit, et puis expliquer à toutes celles et tous ceux qui peuvent pratiquer un culte différent, entre guillemets, du culte qui est ancestralement celui des contrées dans lesquelles ces gens-là ont atterri ou sont nés, et leur expliquer que pour que le vivre ensemble fonctionne, le respect et doit être quelque part protégé, garanti par la puissance publique. C'est ça le sujet. Et qu'aujourd'hui, toutes ces petites lâchetés qui consistent à dire on voit pas, mais c'est pas grave, mais ça va passer, ou on relativise, etc. Bizarrement, tous ces gens-là qui vous donnent des leçons, qui vous font réagir, mon cher Philippe David, ils éructent, ils réagissent pour une crèche, dans une mairie.
Mais finalement, ils ne sont pas choqués quand ils voient des tags antisémites à la sortie du métro, quand ils voient des synagogues caillassées, etc. Ben voilà, c'est dans les deux sens. On doit quelque part faire preuve d'une fermeté absolue quand vous avez des délits ou des crimes anti-musulmans, mais la réciproque est aussi vraie quand il s'agit des chrétiens ou quand il s'agit des juifs en France. Éric Revel, on peut faire marche arrière ? J'en sais rien, mais Monsieur Ménard, pardonnez-moi, je ne voudrais pas donner l'impression de m'acharner. Mais vous avez parlé de courage politique. Quel est le courage politique d'Emmanuel Macron face au flux migratoire depuis 10 ans ? Vous avez parlé de lâcheté. Je ne sais pas si vous parliez de lui, mais quel est le courage politique d'Emmanuel Macron depuis 10 ans, sauf avoir fait une sortie sur l'espace Schengen au moment de sa campagne électorale, qui n'en fut pas une d'ailleurs, en disant il faut réformer tout ça. Quel est le courage politique d'Emmanuel Macron sur ce sujet ? Et là, je suis très sérieux et très grave, parce que vous appliquez à la Grande-Bretagne ce que vous ne voulez pas regarder en face en France. Le président de la République a été nul sur ce sujet et sur bien d'autres. En même pas une minute. Le président de la République a choisi une doctrine, entre guillemets, qui était celle de son aile gauche, mais qui n'était pas ma doctrine, celle de l'aile droite. Merci à tous les deux. Tout de suite, on va passer à un sujet beaucoup plus léger pour l'idée qui marche. Les vraies voix Sud Radio. Et on va parler gallinacé, on va parler poules. La filière noire d'Astarac Bigorre lance une campagne participative pour créer un centre de conditionnement des œufs. Nous sommes en compagnie d'Élodie Mainville, conseillère à la Chambre d'agriculture pour la filière noire d'Astarac Bigorre. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, quel est l'enjeu de cette campagne qui commence officiellement demain ? Alors effectivement, on est un petit peu en avance, mais l'idée déjà, c'est effectivement de vous parler de notre filière, de notre volaille. Absolument. C'est bien plus qu'une volaille. La Nord d'Astarac Bigorre, c'est aussi un patrimoine vivant de notre territoire, la Gascogne. Donc oui. En fait, Gers et Hautes-Pyrénées, pour être plus précis, où là, on a effectivement une volaille qui a failli disparaître il y a une vingtaine d'années, qu'on a sauvée, et du coup aujourd'hui qui est élevée par des agriculteurs qui sont tout à fait passionnés par leur travail et par cette production, puisqu'effectivement c'est une volaille qui vit en plein air, oui, nourrie avec les céréales de la ferme et qui valorise effectivement tous les savoir-faire traditionnels et ressources locales. Donc on est totalement dans la durabilité, la qualité. On vous donne la parole parce qu'on aime les produits du terroir sur Sud Radio. Quand on parle noir de Bigorre, on pense au cochon, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique ? Parce que le noir de Bigorre a été sauvé par quelques agriculteurs qui y ont cru, comme vous l'avez fait pour la noire d'Astarac Bigorre. Quelles sont ses caractéristiques à cette poule ? Alors déjà, elle est noire. Oui. Donc effectivement, comme le porc noir de Bigorre, donc notre cousin, on va dire, on le prend souvent comme exemple, parce qu'effectivement, bon, il a quelques années d'avance sur nous, mais voilà, on essaie de suivre son exemple. Donc notre volaille, donc elle est noire. C'est une race ancienne, rustique, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut quand même prendre plus de temps pour l'élever. Donc comme on dit souvent après aux gens qui vont la cuisiner et la déguster, on prend du temps pour l'élever, il faut prendre du temps pour la cuisiner et pour la déguster. Fabuleux. Alors quel est l'enjeu pour la filière, la région, les éleveurs de cette campagne qui commence demain ? Eh bien aujourd'hui, c'est vrai que cette filière, elle est quand même plutôt récente, mais elle s'est bien développée ces dernières années. Donc les éleveurs ont réussi, donc effectivement aujourd'hui, à sauvegarder cette volaille, ont réussi à créer une structure commerciale pour vendre des volailles toute l'année. Le fameux chapon noir d'Astarac Bigorre en fin d'année qui est plumé à sec comme autrefois. Mais aujourd'hui, voilà, on veut développer de nouveaux produits parce qu'il y a aussi une demande. Donc le nouveau produit est en avant-première, donc on vous l'annonce, ce sera l'œuf noir d'Astarac Bigorre. Génial. Qui devrait arriver effectivement donc sur vos tables l'année prochaine. Ah fabuleux. Ça, vous êtes du sud-ouest, vous êtes des Pyrénées-Atlantiques. Quand vous entendez ça, le Gers, c'est Pyrénées-Atlantiques. Je parle à Sébastien Ménard. Je parle à Sébastien Ménard qui veut réagir. Non, moi je suis toujours extrêmement heureux, enthousiaste quand j'entends des
des agriculteurs, des entrepreneurs bien de chez moi, qui quelque part proposent finalement de faire du tout neuf, du tout beau, du tout moderne, avec des choses qui quelque part font nos traditions et font notre histoire au passé, mais aussi au futur. J'adore. Bravo. Merci. Et pour ceux qui veulent aller voir pour participer à cette campagne, c'est où, Élodie Mainville? Eh bien, donc ce sera sur la Mimosa, oui. M2IMOSA. Donc la collecte va démarrer que demain. Donc vous patientez un tout petit peu et puis suivez nos réseaux sociaux dans Noir d'Astarac Bigorre. On vous mettra en ligne tous les liens et toute l'explication. C'est très bon. Eh bien écoutez, on a hâte de déguster les œufs d'Astarac Bigorre après les chameaux. Absolument. Non, c'est la poule qui est noire, mais l'œuf sera pas noir. Hein. Non. L'œuf est pas noir. Merci beaucoup, Élodie Mainville, conseillère à la Chambre d'agriculture pour la filière noire d'Astarac Bigorre. Des œufs mimosa. Absolument. Allez, merci beaucoup, Éric Revel et Sébastien Ménard. Tout de suite, les vraies voix qui vont rouler la France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons.